Merci pour votre fidélité à nos conférences. Ce soir, vous aurez à écouter une conférence très originale entre un violoniste et un archétiste. Vous verrez que l'archet est un instrument, enfin une partie d'instrument assez extraordinaire. Et je pense que vous serez étonnés par ce qu'on va vous dire. Voilà, à la suite de la conférence, il y aura un moment de questions. Il serait souhaitable que les questions soient réunies. Par exemple, 2 ou 3 questions, et le conférencier répondra à ces 2 ou 3 questions. À l'issue de ces questions, vous êtes cordialement invités à un petit cocktail dans la salle dite carré. Et voilà, alors je vais laisser la voix à Christian Feller, qui va vous présenter les conférenciers. Voilà, merci. Bien, merci Daniel. Donc, dans le cadre de notre cycle de conférences de cette année, qui s'appelle l'art et quelque chose d'autre, là, c'est musique et nature. Mais alors, vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, nous avions programmé une conférence qui ressemble, au moins pour les conférenciers, beaucoup à celle-ci, qui s'appelait Nature et musique. Donc cette fois-ci, c'est musique et nature. L'an dernier, qui n'a pas eu lieu, c'était nature et musique. Vous avez, évidemment, ça va être très différent cette fois-ci. Voilà. Donc, on a un conférencier, c'est Pierre Grunberger, et puis un accompagnateur technique, on va dire, musical, qui est Pierre-Henri Xuereb. Donc, on a convenu avec Pierre-Henri que moi, je présente Pierre-Henri, et que lui vous présentera Pierre Grunberger. Donc un petit mot sur Pierre-Henri, que beaucoup de gens connaissent à Uzès. Il était un peu doué, déjà tout jeune, puisque à l'âge de 16 ans, il obtient un premier prix d'alto. Ensuite, il part aux États-Unis, et quand il rentre, eh bien, il devient soliste dans l'orchestre, l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez. Maintenant, Pierre-Henri est un altiste de réputation internationale, ainsi qu'un professeur de réputation internationale, puisqu'il enseigne dans beaucoup d'endroits du monde. Il joue également, à côté de l'alto, de la viole d'amour et du grand alto ou grand viola, et il a arrangé cet instrument qui est un alto à 5 cordes avec un autre luthier, un luthier, non pas un archetier, ou luthier plutôt, qui est Friedrich Albert. Voilà. Donc il est enseignant au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et au Conservatoire royal de Liège. Il organise de très nombreuses masterclass et il est le fondateur d'une association qui s'appelle l'Association musicale des 2 fleuves, Rhône-Danube. Et c'est avec cette association qu'il se produit en Uzès très souvent et très généreusement. L'an dernier, on l'a souvent entendu à la médiathèque d'Uzès ou dans le jardin de l'évêché. Donc voilà, et ce soir, Pierre-Yves illustrera par quelques exercices musicaux sous la houlette de Pierre Grunberger ce que Pierre va nous raconter. Donc je passe la parole à Pierre-Yves. Pierre-Henri, pardon. Merci beaucoup. Merci Christian de ces gentils mots. Donc parler de Pierre Grunberger. D'abord, on a essayé de se souvenir quand on s'est rencontrés, ni lui ni moi, on s'en souvient. Alors c'est plutôt bon signe. Ça fait plus de 10 ans, à mon avis, plutôt 15 ou 20 ans. Je vais commencer par un petit CV comme Christian l'a bien fait sur moi, donc un CV te concernant. Alors, après plusieurs années de menuiserie ébénisterie, Pierre s'est formé à l'archetterie
la réparation, la restauration et la fabrication d'archets. Il a travaillé avec l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre de chambre de Lausanne et s'est installé à Paris. Et maintenant, il est à Gennevilliers, à côté de Paris, où il a un atelier fort intéressant. Donc, comme je disais, je le connais depuis de nombreuses années. C'est un artiste, artisan passionné. Si l'on parle de luthiers célèbres, vous connaissez tous Stradivarius, Étienne Vatelot en France. Je pense que c'est très difficile de citer un archetier célèbre. Peut-être à la fin de la discussion, certains d'entre vous nous feront part de leur connaissance d'archetiers célèbres. Et il est donc assez rare d'avoir la chance d'écouter un archetier parler de son travail. Donc quand Christian m'a demandé il y a 1 an et demi maintenant si tu as une idée voilà, dans le milieu de la musique, j'ai pensé qu'avoir un archetier serait plus original. Alors je pourrais ajouter qu'internationalement, si la lutherie aurait tendance à être d'abord italienne, on pourrait dire que l'archetterie est d'abord française. Alors Pierre viendra commenter cela, peut-être pas dans sa conférence, le sujet de la conférence est plus ciblé. Maintenant, je vais faire des petites digressions. Donc, j'ai consulté un livre qui s'appelle « Le cœur, l'artiste et le monde, l'esprit et la forme » de Yolène Escande. Et le thème est l'art de la Chine traditionnelle. Et voici certaines phrases de ce livre. Le duc Wen Hui s'exclame dans le livre « Ah, c'est tellement bien, comme votre habileté arrive-t-elle à un tel niveau ?» C'est des choses que j'ai toujours eu envie de dire à Pierre quand je le vois travailler. Mais là, le duc s'adressait à un boucher qui exécutait le dépeçage d'un bœuf, avec un tel art qu'il paraissait danser. Alors le boucher explique. Si vous regardez les mains d'un archetier, vous comprendrez que c'est un vrai travail physique aussi. Alors voici l'explication du boucher. Mon amour du Dao dépasse celui de l'habileté. Lorsque j'ai commencé à dépecer les bœufs, ce que je voyais, ce n'était que le bœuf en tant qu'entité globale. 3 ans plus tard, ce n'était plus le bœuf dans sa globalité que je voyais, et désormais, je l'aborde avec mon esprit, je n'ai plus besoin du regard, mes sens s'arrêtent et j'agis avec mon esprit. Voilà, à travers l'anecdote du boucher, on trouve les trois phases de la création. Premièrement, la découverte de la technique. Deuxièmement, son utilisation et sa maîtrise. Troisièmement, le dépassement par l'oubli de la technique. Cette anecdote sert de référence aux artistes comme métaphore du processus de la création au niveau philosophique, esthétique et technique. Voilà. Et il y a un deuxième rapprochement que j'aimerais faire avant de laisser la parole à Pierre. Je ne vais pas être très long, hein, ne vous inquiétez pas, c'est sa conférence concernant la fabrication d'arcs de chasse coréens. Aussi, j'ai trouvé ça récemment, des arcs venus des temps anciens. Et en Corée, il y avait le royaume de Goguryeo, 37 années avant Jésus-Christ. Et le nom du royaume venait « celui qui excelle avec un arc ». Et quand on lit sur la fabrication de cet arc coréen, ça m'a rappelé la fascination pour un atelier d'archetterie. J'ai noté des matériaux qui sont employés dans la fabrication des arcs, qui sont les cornes de buffle d'eau, les tendons de bœuf, le bambou évidemment, le bois de mûrier, la vessie de tambour marin, c'est un poisson que je ne connaissais pas jusque-là, l'écorce de cerisier. Voilà. Et quand on est chez un archetier, on peut remplacer ce que je viens de citer par le bois de Pernambouc, évidemment, l'ivoire de mammouth, la nacre, l'argent, l'or, l'ébène, les mèches en crin de cheval, j'aurais dû commencer par ça, le galucha, voilà des termes que on ignore souvent, le cuir de poisson, la peau de lézard, la colophane, donc la résine de pain séché. Voilà, c'est toujours miraculeux de savoir que quand on est musicien à cordes, on passe sa vie à frotter donc un crâne de cheval sur laquelle on a appuyé de la colophane pendant plusieurs minutes, et que sans ça, on n'aurait jamais pu faire ce métier, quoi. Voilà, donc je laisse la parole à Pierre. Bonjour messieurs, dames. Merci de m'accueillir dans votre ville d'Uzès que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens ici. On
on a évoqué jusqu'à présent plusieurs choses qui ne sont pas l'objet de la conférence que je vous propose. Je rebondis un petit peu sur la dernière chose que Pierre-Henri a dit à propos de tous ces matériaux qu'utilise l'archetier. C'est plus en rapport avec l'objet de la conférence. Tous ces matériaux sont des matériaux naturels qui proviennent d'espèces animales ou végétales. Et on est à une époque depuis les années 2000 où, disons que la communauté internationale s'occupe de vouloir réguler toutes ces espèces. Et donc on rentre, nous, artisans d'art, dans un problème d'approvisionnement. Parce que l'ébène maintenant est menacé d'interdiction. Le pernambouc, on s'est beaucoup battu pour pouvoir continuer à l'utiliser. Le cuir de lézard est bientôt interdit aux États-Unis. La nacre, on n'a plus le droit de l'utiliser sous différentes formes. Et on peut imaginer que d'ici 20 ou 30 ans, on n'ait plus du tout de matériaux pour travailler. C'est, disons, vu de notre côté artisan d'art, c'est l'écologie, qui rend les choses difficiles. Le point de départ de cette conférence, moi je passe mon temps à l'établi et à travailler avec les musiciens, j'ai eu l'idée de cette conférence quand justement le pernambouc, je vous expliquerai davantage ce qu'est ce bois-là, évidemment, ça va être le sujet principal de cette conférence. Le pernambouc a été menacé d'interdiction en année 2000. Nous avons décidé, tous les archetiers du monde, on était une centaine à l'époque, de se regrouper dans une même association pour pouvoir présenter un dossier qui puisse nous permettre, devant les instances internationales, de défendre notre profession. Et cette association a entrepris de financer la replantation de bois, c'est-à-dire de procéder nous-mêmes au remplacement de nos ressources naturelles. Donc cette expérience que nous vivons depuis 17 ans maintenant. Au moment où je me suis impliqué là-dedans, j'ai rencontré, à la suite de différents débats, conférences, réunions, un historien qui connaissait très bien le bois de pernambouc, qui savait pas du tout que les archetiers s'y intéressaient, et il m'a dévoilé une histoire que j'ai trouvée complètement fabuleuse, qui était l'histoire de ce bois d'archetier avant que les archetiers l'utilisent. C'est cette histoire que je voudrais vous raconter. En fait, ça va se dérouler en deux temps. C'est cette histoire-là qui commence au début du XVIe siècle, et l'histoire de la défense qu'on a entrepris pour le bois de nos jours, et la situation finalement de l'écologie par rapport à nos métiers, comme je viens de l'évoquer. Alors, le bois de pernambouc, Caesilpinia equinata, c'est un bois qui est utilisé pour la fabrication des archets, de tous les bons archets, depuis 220 ans. On est arrivé à situer à quel moment il a été utilisé à peu près pour la première fois par Monsieur Tourte en 1790, c'est-à-dire en pleine Révolution française. Monsieur Tourte, on peut dire pour simplifier que c'est un petit peu le Stradivarius de l'archet. Voilà. Nous avons aussi, comme la fabrication des instruments, une tradition qui remonte à longtemps et dans lesquelles il y a eu des maîtres, et ces maîtres, on continue toujours de suivre leurs traces. Ce pernambouc, il a été trouvé à Paris. La question, c'était de savoir comment ce monsieur Tourte, en pleine Révolution française, avait pu trouver ce bois qui vient d'où? Qui vient du Brésil. Et il vient pas de n'importe où au Brésil, il vient de la Mata Atlantica, qui est la deuxième forêt primaire du Brésil. La première étant l'Amazonie, que tout le monde connaît. Peu de gens connaissent la Mata Atlantica, qui est une forêt très étroite, mais qui est tout le long du littoral atlantique, qui fait 1000 km de long, et dans lequel poussent ces pernamboucs à l'exclusion de tout autre endroit du monde. On n'en a jamais découvert ailleurs. Cette histoire du pernambouc, j'ai eu envie de la raconter parce que elle recouvre en fait assez exactement
l'histoire du début de ce que je pourrais appeler notre civilisation occidentale. C'est-à-dire, ça correspond au début des grandes colonisations. Au moment où l'Europe s'est tournée vers le monde et en quelques siècles a entrepris de dominer à peu près tous les peuples qui se trouvaient sur la Terre. C'est ce qu'on appelle un peu pudiquement dans les livres d'histoire les grandes découvertes. On est pile dans ces moments-là, et que finalement étudier tout ça, j'aurais tendance à appeler ça plutôt les grandes prédations, au moins le début des grandes prédations. Donc dans cette histoire du Pernambouc, on va suivre tous les premiers éléments de ces grandes découvertes, appliqués au bois de Pernambouc et appliqués au Brésil. Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompe de. Alors, je dis l'histoire du pau-brasil, c'est le nom brésilien pour ce bois. Pau-brasil, ça veut dire bois de braise. Et ça a son importance, qu'on verra par la suite. L'histoire que je voudrais raconter commence en fait dans les années 1300-1350, avant, à la fin du Moyen-Âge et vers la fin de l'Empire, ce qu'on pourrait appeler l'Empire arabe. Il y avait entre l'Europe occidentale un commerce extrêmement suivi avec tous les peuples arabes jusqu'au peuple indien et jusqu'à la Chine. C'est ce qu'on appelle la route de la soie. Cette route de la soie, elle a été un élément fondamental de commerce, de denrées, notamment des épices, des soieries, de la porcelaine, dans un sens. Énormément d'or et d'argent ont transité aussi par cette route. Mais aussi, quand on s'intéresse par exemple à l'histoire des mathématiques, on s'aperçoit que elle suit exactement cette route-là aussi. La découverte du zéro, les nombres négatifs, l'algèbre, enfin tout ce qu'on peut, un certain nombre d'abstractions qui ont fait les mathématiques telles qu'on les a découvertes là, ont été finalement conçues et transportées dans tout le long de cette route de la soie. C'est intéressant. Une petite remarque aussi sur cette route de la soie, qui n'est pas directement liée à notre sujet, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, elle recouvre à peu près parfaitement toutes les zones de conflit, à part la Chine, à part l'Inde, donc à part son début sur la droite. On va rentrer dans toutes les zones de conflit qu'on a en ce moment depuis 30 ans. J'ai été troublé de voir à quel point ça recouvre Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, Israël. Et voilà, c'est une remarque en passant, je ne sais pas quelle conclusion tirer de ça. En tout cas, c'est une histoire... enfin, il y a une corrélation qui est intéressante à souligner entre les deux. Il se trouve que à partir de 1350, les Ottomans ont commencé à créer leur empire. On a ici une carte donc de la Méditerranée avec les différentes couleurs. On va pas s'étendre dessus. Les différentes couleurs qui montrent les différentes époques de l'extension de l'empire colonial ottoman. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que contrairement aux Arabes qui avaient une surface d'empire bien plus étendue que l'empire ottoman, l'empire arabe était perméable au commerce de la route de la soie. Les Ottomans en ont pris le contrôle. En quelques dizaines d'années, l'Europe s'est trouvée coupée de ses ressources venant d'Asie. Ça est devenu très très difficile. Pendant toutes ces années de commerce de la route de la soie, on avait Gênes et Venise qui étaient les grands organisateurs de cette route de la soie. C'est de là qu'est venue l'idée bien connue d'essayer de retrouver la route de la soie, mais par l'autre côté, c'est-à-dire la route de l'Ouest.
ça a été le début de l'idée des grandes navigations. Ici, si je montre ces images du globe, c'est juste pour introduire l'idée de grande navigation, parce qu'on voit ici la Méditerranée, et puis on commence à comparer avec cet énorme océan qu'il s'agissait de traverser. Voilà. On a un petit peu l'impression d'une petite flaque d'eau à côté de quelque chose d'énorme. À Gênes et à Venise, donc les plus concernés par cette fermeture de la route de la soie, est née l'idée et le financement de ces grands voyages. Le problème, c'est que personne n'était jamais allé encore en haute mer et que ça paraissait une entreprise impossible, et ça a été effectivement une folle aventure. En lisant les récits des navigateurs, on se rend compte que c'était des gens incroyablement valeureux et courageux qui ont ouvert ces routes-là. Quand on veut aborder, là je vais parler un peu de marine, quand on veut aborder la haute mer comme ça, alors qu'on a circulé que dans une petite mer sur lesquelles, en plus, on peut rester toujours le long de la côte, où avec 2 jours de navigation, on est sûr de rejoindre un abri. On rentre dans un monde dans lequel il faut, une fois qu'on s'aventure un peu loin, 1 mois de navigation pour rejoindre un abri, et ça change tout. À l'époque, les bateaux à voile naviguaient uniquement au portant. Je vous expose les différents problèmes qui se posaient avant que les gens aient pu prendre la mer, et qu'est-ce qu'ils ont dû résoudre, comme problème. La navigation au portant, ça fait qu'on ne peut aller que dans la direction poussée par le vent. On a le droit à quelques degrés, quelques dizaines de degrés d'écart, mais on est obligé d'aller là où nous pousse le vent. Ce qui limite énormément les possibilités de navigation. Les bateaux à voile d'aujourd'hui peuvent remonter au vent, et ce qui ouvre beaucoup plus de possibilités. À l'époque, c'était pas possible. On n'avait pas de carte. Aucune carte, puisque personne n'y était allé. L'habitude de la navigation en Méditerranée, pour ceux qui ont pu y naviguer, moi j'y ai navigué, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de courant, très peu de courant. Là, on rentre dans un monde de marée et de courant. Donc, il a fallu, pour traverser cet océan, trouver des routes qui puissent permettre d'être poussées par le vent. Et petit à petit, en quelques mois, des routes se sont dessinées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces routes, que je vais vous montrer, sont toujours utilisées maintenant par les navires, que ce soit pour les courses autour du monde ou les transatlantiques, mais aussi par les navires de commerce, simplement pour économiser du carburant. On va toujours mieux dans le sens du vent. L'océan Atlantique, comme ça, dans sa partie supérieure, fait comme une espèce de cuvette. Et au fond, il y a des vents dominants qui tournent exactement comme je tourne avec le petit, je sais pas si vous voyez ma petite lumière. La route pour rejoindre le Brésil, que les navigateurs ont emprunté à l'époque, est exactement la même que maintenant, c'est-à-dire on part des côtes européennes, on descend le long de l'Afrique, et on traverse par là. Et on est poussé par les vents qu'on appelle les alizés. Quand on veut revenir, on remonte la côte américaine et on repasse par l'Atlantique Nord. Voilà. Jamais dans l'autre sens, c'est pas possible. Il a fallu le découvrir, et il y a eu beaucoup de navires perdus pour presque par hasard trouver cette voie. Cette voie d'ailleurs, si on revient sur l'idée de la route de la soie, la traversée vers l'ouest pour essayer de faire le tour de la Terre, rejoindre la Chine, il y a une autre idée qui est venue, c'est celle
de contourner l'Afrique. Et ça a été fait exactement dans le même temps. Autant Christophe Colomb a traversé, autant Vasco de Gama est descendu tout le long des côtes de l'Afrique, puis est remonté et a effectivement rejoint la route de la soie de façon, très difficile, par la mer Rouge et en utilisant les caravanes de Bédouins pour relier la route de la soie en dehors de l'Empire turc. Donc, quand les Génois et les Vénitiens se sont mêlés de vouloir faire ces expéditions, il fallait trouver des pilotes, ce qu'ils appelaient des pilotes, c'est-à-dire des marins expérimentés. Et là, il y a eu une espèce de surenchère. On a recherché des marins partout. Les gens se les achetaient à prix d'or. Tous ceux qui étaient, renommés dans leur navigation. Et puis, on a eu tout de suite un problème énorme qui ne s'était jamais posé quand on navigue le long des côtes. C'est le problème de la longitude. On sait que Christophe Colomb est arrivé aux Antilles, en Amérique, et on l'a appelé l'Inde. On l'a appelé l'Inde parce que pendant une période de pratiquement 9 mois, Christophe Colomb et son équipage croyaient vraiment qu'il était arrivé en Inde, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait le tour. Il a fallu qu'il y ait d'autres bateaux qui fassent le chemin dans d'autres conditions pour démontrer que c'était pas du tout le cas. Ceci, c'est le problème de longitude. On a depuis l'Antiquité la capacité de se situer en latitude par rapport à la hauteur du Soleil. La longitude nécessite d'avoir la possibilité de mesurer le temps écoulé et l'heure qu'il est. Et c'est la comparaison de l'heure écoulée avec l'heure qu'il est qui va permettre de déterminer où on est en longitude. Ce problème a été réglé seulement au XVIIIe siècle de façon satisfaisante. On connaissait les horloges avant, mais les emmener sur un bateau qui bouge, avec l'air marin et tout ça, ils n'ont jamais réussi à faire fonctionner leurs horloges plus que quelques jours ou quelques semaines. Et donc, voilà. Ça dit combien ces gens étaient, pour ainsi dire, audacieux de partir avec si peu d'outils. Ils sont partis avec des petits bateaux dont le plus grand faisait 25 mètres de long. C'était les bateaux qu'ils avaient l'habitude d'avoir, des bateaux pour la Méditerranée, pas du tout adaptés au grand large et à ces tempêtes. Pour organiser ces voyages, les problèmes posés étaient que il fallait prévoir de partir pour 4 mois minimum. 4 mois minimum, 50 hommes à bord. 4 mois minimum, 50 hommes à bord, et de la nourriture pour 4 mois. Parce que à l'époque, la conservation des aliments n'était pas assurée, on n'avait aucun moyen de conserver les aliments, autrement qu'en les préparant par le fumage ou le boucanage, ce qui ne pouvait pas se faire sur un bateau. Donc, je dis ça parce qu'il s'est posé rapidement le problème d'avoir des petits bateaux complètement surchargés de nourriture, surchargés de matelots, de nourriture, de l'outillage qu'il faut pour pouvoir réparer, parce qu'on peut compter sur aucun port, aucune aide extérieure. La cuisine, le médecin. La cuisine, ça a l'air de rien, mais quand il faut emporter au moins pour 1 mois ou 2 avant une prochaine escale, le bois qu'il faut pour chauffer la nourriture, on se retrouve vite avec des bateaux complètement plein. On verra après que le problème s'est compliqué encore par le fait que tous ces bateaux-là, se retrouvant en mer, s'attaquaient facilement. Il n'y avait aucun droit de la mer. Il y avait même acquis comme une coutume que si un gros bateau voyait un plus petit, il pouvait en toute légitimité s'accaparer sa marchandise et envoyer le bateau par le fond. Donc rapidement, il a fallu équiper les bateaux en guerre. Donc prendre des canons, prendre des boulets et des armes de toutes sortes. Donc on se retrouve avec des petits bateaux surchargés, avec tout ce que je viens de dire, et qui doivent
partir pour 2 mois en mer, comment dire, sur une mer qu'ils ne connaissent pas. Ils l'ont fait. On va arriver sur les côtes du Brésil. Voilà notre Brésil. Alors, j'ai déjà évoqué cette histoire de longitude. Je passe. Alors ici, parce que j'avais, comment dire, cette étude de toutes ces choses-là est un petit peu raccourcie. Et il y a des éléments dont on aurait pu parler, notamment en horlogerie, qu'on va pas évoquer. Voilà. On se retrouve avec les premières cartes qui ont été dressées du Brésil par les premiers navigateurs. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est là où on va arriver au bois de Pernambouc, c'est que la première partie du Brésil qu'ont touché les bateaux, c'est donc la façade atlantique. Et sur cette façade atlantique, il y a la forêt primaire dont j'ai parlé tout à l'heure, la Mata Atlantica. Et vivant dans cette forêt, il y avait un peuple très étendu, une civilisation qu'on appelait les Tupinamba, dont vient le mot topinambour d'ailleurs, qui a été importé de là-bas à cette époque. Alors les Tupinamba, c'est une histoire très intéressante. C'est la première fois que notre civilisation occidentale a rencontré ce qu'on appelait à l'époque les sauvages, c'est-à-dire d'autres civilisations tellement étrangères à la nôtre qu'on n'avait aucun moyen de les comprendre. À ce propos, pour ceux qui ont lu les essais de Montaigne, donc qui vivait à cette époque-là, au XVIe siècle, il a écrit un essai qui s'appelle Les cannibales. Et dans cet essai sur les cannibales, il traite justement de la civilisation des Tupinamba et il évoque ce bois rouge qui est le Pernambouc. Quand les premiers navigateurs sont arrivés là-bas, en totale découverte, ils ont vu que ces Tupinamba étaient revêtus de très belles parures de plumes rouges, d'un très beau rouge. Et ils ont rapidement vu que ce rouge était obtenu grâce à une teinture. Et cette teinture était obtenue grâce à ce bois rouge, qu'on appelle maintenant Pernambouc, qui appelaient eux le pau-brasil, c'est-à-dire le bois rouge. Pour comprendre ce qui s'est passé à partir de là, pourquoi la teinture était si intéressante, il faut voir qu'en Europe, la teinture était une économie extrêmement importante qui engageait beaucoup de richesses. C'était un produit, pour ainsi dire, de première nécessité. À l'époque, quand on lavait un vêtement, il fallait le teinter derrière. Parce qu'aucune teinture ne résistait au lavage, donc on allait chez le teinturier, enfin, il y avait des teinturiers partout, on teintait, c'était un produit de première nécessité. Et donc, on va voir que cette histoire de bois qui teinte, ce Pernambouc, ce pau-brasil, a été non seulement la cause principale du commerce entre l'Europe et le Brésil pendant une trentaine d'années, même on peut dire une quarantaine d'années, c'est ce bois-là qui a motivé énormément d'armateurs portugais et français. On va voir que c'est ces deux pays qui se sont, pour ainsi dire, affrontés dans cette quête de ce bois-là. Et on peut, comment dire, on est étonné de voir que c'est ce bois-là qui a même donné son nom au Brésil. Si le Brésil s'appelle le Brésil, c'est à cause du pau-brasil. Au départ, en 1500, il y a eu les premiers, c'est dur je dis 1500, ça peut être, enfin, tout ce qui est retracé historiquement, nous dit qu'en 1500, les premiers bateaux portugais sont arrivés là-bas. En 1505, il s'appelait déjà le Brésil. Ça s'est passé
extrêmement rapidement. La première carte à gauche montre un Brésil, pour ainsi dire, séparé de la terre comme par un fleuve. Le Brésil a été pris au départ comme une île, parce qu'en descendant la côte atlantique ou en la remontant du Brésil, ils voyaient qu'il y avait une énorme embouchure de fleuve d'un côté, une énorme embouchure de l'autre, large de tellement de kilomètres qu'ils pensaient que le Brésil était une île qui a été, entre 1500 et 1502, on allait sur l'île de Veracruz. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on l'a baptisé Brésil et qu'on a vu que c'était une terre qui appartenait au continent. Le Brésil était une colonie portugaise, elle aurait pu être une colonie française. Et ils se sont vraiment beaucoup affrontés là-dessus. La politique portugaise était la politique de découverte, elle était, comment dire, une décision d'État. C'est l'État portugais, le roi du Portugal, qui a mis tous les efforts du pays au service de cette conquête. Ils ont entrepris des manœuvres diplomatiques telles que ils ont obtenu de la part du pape Alexandre VI à l'époque la propriété de cette terre-là. Le pape à l'époque, c'était un petit peu comme les Nations Unies ou l'OMC réunies. Enfin, c'était l'instance internationale qui faisait autorité. La France, l'État ne s'est pas du tout intéressé à ces questions-là dans les premières années. Tout est parti d'initiatives individuelles et principalement de marins normands. À l'époque, en Normandie, il y avait quelques ports, Honfleur, Dieppe, Fécamp, un grand port qui était Rouen, mais difficile d'accès pour des bateaux un peu importants. Rouen, c'était la deuxième ville de France à l'époque. Et donc, des marchands sont partis de leur propre initiative. Et on voit que la force d'un État et l'organisation d'un État, là, a été, comment dire, plus efficace. Les Français, rapidement, sont devenus comme, ils ont été pourchassés en permanence par les Portugais. Alors, ce qu'ils faisaient, les Français, c'est qu'ils laissaient dans certaines tribus Tupinamba des gens sur place pour pouvoir préparer le voyage d'après, préparer tout le bois coupé, de façon qu'en une nuit, ils puissent juste aborder et pendant une nuit tout charger et repartir pour éviter les patrouilles portugaises. Il y a vraiment eu une guerre, il y a eu énormément de bateaux détruits et une guerre sauvage entre les navires portugais et les navires français à l'époque. Les Français ont réussi quand même à s'établir du côté de l'actuelle baie de Rio, où il est intéressant de voir que ce monde totalement inconnu, ce monde sauvage qui a posé tellement de questions à Montaigne et puis à bien d'autres après sur cette civilisation étrangère, a fait rêver beaucoup de gens, et notamment 1500, le milieu du XVIe siècle, c'est les guerres de religion en France, c'est l'arrivée de la Réforme, et il s'est créé une utopie brésilienne en France. Et il y a un certain nombre de bateaux qui sont partis avec des migrants huguenots pour bâtir une cité utopique là-bas, qu'on a appelée la France antarctique. Et elle a réussi à durer quelques années. C'est intéressant de voir que au-delà des opérations commerciales, il y a des opérations, disons, plus spirituelles, plus, comment dire, qui relèvent d'autres envies que le commerce ou le désir de richesse. En France,
la France, en tant qu'État, a pris la mesure des choses avec François Ier, au bout d'une vingtaine d'années, quand ils se sont rendus compte de la formidable richesse qu'il pouvait y avoir sur les terres d'Amérique. C'est là qu'a été construit le port du Havre, qu'on appelait le Havre de Grâce. C'est François Ier qui l'a fait bâtir. Et de là a commencé une activité plus importante de la France sur ses conquêtes. L'histoire des Tupinamba est intéressante. Enfin, ça m'a frappé parce qu'elle pose la question tout ensemble des différences de civilisation et des histoires de conquête. Dans son essai sur les cannibales, Montaigne pose la question de la barbarie. Les Tupinamba étaient anthropophages. Les premiers voyageurs s'en sont vite rendus compte. Ils étaient anthropophages et ça a beaucoup questionné notre société et on les appelait des sauvages barbares. Et donc Montaigne s'est intéressé à cette anthropophagie. Et puis d'autres personnes, on a beaucoup de renseignements là-dessus. Ils se faisaient des guerres entre tribus et quand ils avaient des prisonniers, ils les ramenaient chez eux et certains devaient être mangés. Mais ils étaient mangés sur à partir de rites extrêmement complexes et tout à fait étonnants. Quand un guerrier était amené dans la tribu et qu'il était censé servir de déjeuner, eh bien, il pouvait pendant 1 an, 2 ans, un certain nombre d'années, vivre parmi les autres de la tribu, prendre femme, avoir des enfants, partager complètement la vie de la tribu, sachant qu'à un moment donné, il serait mangé. Il serait mis à mort dans une cérémonie, avec une cérémonie très particulière. En fait, c'était extrêmement ritualisé. Montaigne souligne que face à cette barbarie qui finalement, quand on voit tous ces rites, on n'a même plus envie de parler de barbarie, on pense à je sais pas, j'ai pas les mots pour ça. Par contre, j'ai des mots pour ce qu'ont apporté les Portugais là-bas et les Français en termes de barbarie. Les Tupinamba ignoraient la torture. La torture a été apportée par les Portugais. Pas dans les toutes premières années, mais très rapidement après, pour pouvoir, c'était leur façon de punir, d'obtenir des renseignements. La torture était quelque chose de parfaitement inconnu, l'idée de faire souffrir quelqu'un pour une cause quelconque. Ça rentrait pas du tout dans leur rite. Les Portugais ont apporté l'esclavage. L'esclavage était totalement inconnu chez les Tupinamba. Les Portugais ont apporté, quand je dis les Portugais, c'est les Occidentaux en général, ils ont apporté une forme d'esclavage particulière qui est la péonisation. Je ne sais pas si vous connaissez la péonisation. Qu'est-ce qu'un péon en termes économiques? Bon, l'esclave, c'est celui qu'on attrape et qu'on met au travail, et puis c'est tout. Le péon, c'est celui qu'on réduit tellement à la misère qu'il ne peut plus subvenir à ses propres moyens, alors on lui fait crédit de tout ce dont il a besoin, et il doit rembourser. Seulement, il ne peut pas rembourser, alors il doit travailler. Et le péonnage, c'est une technique d'esclavage qui a été extrêmement utilisée dans le monde, par l'Occident notamment, dans ses façons de traiter les populations. Je parle volontiers de ces choses-là parce que j'ai découvert, par ce travail que j'ai fait pour préparer cette conférence, à quel point notre civilisation occidentale, je ne sais pas si j'ai raison d'appeler ça civilisation, parce qu'en fait il s'agit de l'époque moderne de notre civilisation qui a démarré à ce moment-là. Comment, avec ce désir de conquête, cette technologie, on peut dire que les armes à feu, les bateaux, l'ensemble des outils accessibles à notre société, comment on a pu mettre le monde entier en coupe réglée
avec, comment dire, une dose de violence particulièrement tu as trouvé un mot? Oui, remarquable. Je sais pas si tout le monde peut-être connaît Machiavel. Machiavel, il a écrit Le Prince, que tout le monde connaît, mais il a écrit aussi Discours sur la première décade de Tite-Live, que personne ne connaît, dans lequel il explique de façon beaucoup plus poussée ses observations sur l'organisation des États. Et il parle de la colonisation, il parle de la création des empires. Et il cite un certain nombre de façons dont les empires peuvent s'emparer de territoires. On peut s'emparer d'un territoire en montrant sa force, en laissant toutes les institutions en place et en exigeant un tribut. C'est ce que l'Empire ottoman a fait. On peut arriver sur place et mettre une administration à soi et ne laisser qu'un fantôme de l'administration locale et organiser soi-même l'administration du pays et en prendre les richesses. On peut dire que les colonisations françaises, africaines, nord-africaines et africaines pourraient ressembler à ce modèle-là. On peut coloniser un pays, mettre en place ses propres structures, rester sur place et proposer en quelque sorte un accès à la citoyenneté impériale aux gens qui sont sur place. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une sorte d'extension de son propre État dans l'État qu'on conquiert. On pourrait dire que Rome a procédé comme ça en grande partie, ce qui... Oh là là, déjà 40 minutes. Rome a procédé comme ça, tout Gaulois, si on parle de la Gaule, tout Gaulois pouvait prétendre à la citoyenneté romaine en accédant à un cahier des charges particulier. Et il y a aussi cette forme malheureuse de colonisation, enfin disons d'entreprise impériale, qui détruit tout et qui détruit toutes les instances en place, qui détruit les populations et qui fait venir sa propre population dedans sur un terrain complètement vierge et dégagé. Et c'est évidemment la forme la plus violente de colonisation, et j'ai été assez sidéré de voir que ça a été une pratique extrêmement, systématiquement, on pourrait dire, appliquée par le début de notre société moderne, et qui a assis donc sa richesse sur cette forme de colonisation dans l'Amérique du Sud dans un premier temps, puis l'Amérique du Nord dans un second temps, avec exactement le même procédé. La Grande-Bretagne l'a fait dans les îles aux antipodes et notamment en Australie. Je vais faire une extension, on est loin du bois de Pernambouc, une extension par la situation qu'on vit en ce moment avec toutes ces guerres là depuis 30 ans, notamment le long de la route de la soie, toutes ces guerres dont nous sommes, nous Français, participants. Je me suis dit, est-ce qu'il resterait pas un peu, est-ce que c'est pas dans nos gènes, on pourrait dire, de commencer à tirer et puis on verra après. Comme si notre attitude diplomatique dans nos rapports au monde était, un usage immodéré de la guerre. Ce qui m'interroge par rapport à ça, c'est... Donc j'y inclus les États-Unis d'Amérique comme une émanation de l'Europe, évidemment. Quand je vois émerger la Chine depuis tant d'années, je suis beaucoup les affaires chinoises par mon métier aussi. Ils sont devenus les premiers producteurs d'archers et d'instruments et de violons d'études dans le monde en une trentaine d'années. Voilà la Chine qui est peut-être en passe de devenir bientôt la première puissance du monde, sans tirer un coup de feu. Alors voilà, c'est une
c'est une pensée qui m'est venue, comment dire, à l'issue de cette conférence et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Est-ce que sur cette partie-là, je vais m'arrêter là sur la partie, disons, historique, j'ai un petit peu fait des digressions un peu politiques là-dessus. Est-ce que vous auriez des questions à poser? À la fin? On verra après. D'accord. Alors on va aborder la deuxième partie rapidement. J'ai même pas parlé d'une deuxième partie tout à l'heure. Pourquoi le Pernambouc a été utilisé pour les archets? On a décidé avec Pierre-Henri de court-circuiter cette partie qui est très technique parce qu'elle parle d'équilibre, d'archets, de choses comme ça. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Je propose. Mais au fait, je t'ai même pas laissé jouer ton Moyen-Âge. Il va nous faire une petite pause musicale. La première pause musicale. Années 1600, puisqu'on essaie de trouver une musique très ancienne, musique de Dorland, qui a été revisitée par un compositeur contemporain, qui était mort en 1976, 20e siècle, Benjamin Britten. Je me souviens que c'est joué avec un archet de bois d'amourette, on n'est pas encore au Pernambouc à cette époque, utilisé pour les archers. Et donc, comme j'ai la chance d'avoir un archet de bois de serpent, j'ai appris aujourd'hui c'est la même chose que l'amourette en fait. Snakewood et amourette, en fait. Plusieurs petites pauses musicales comme ça dans les quelques minutes qui viennent, tout proche de la fin. Et puis je finirai après par quelques mots sur où est-ce qu'on en est sur la préservation de notre espèce de bois. Alors on va remonter dans le temps chronologiquement avec un prélude de Jean-Sébastien Bach, de la première suite. Avec un archer en bois de Pernambouc et qui est un archer que Pierre vient de fabriquer dans les mois précédant cette conférence, et il me l'a montré il y a 3 jours à Chevilliers, et donc c'est la première fois qu'il est joué sans doute.
Juste un mot sur. J'avais donc inclus normalement, mais on n'a pas le temps de le faire, cette histoire de l'évolution de l'archet. Tout au long du 19e siècle, à la fin du 18e, puis tout le long du 19e, se crée et évolue l'archet moderne. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu la Révolution française, il y a eu le Premier Empire, l'ensemble des mouvements sociaux, le Second Empire, la Troisième République et tout ça, mais surtout il y a eu la Révolution industrielle. Et la Révolution industrielle, on se rend compte dans mon métier qu'elle n'est pas passée par là sans faire beaucoup de dégâts. Le métier que je fais, comme celui de luthier, c'est un métier qui, pour ainsi dire, va à l'envers. On ne cherche pas à créer quelque chose du mieux possible, on cherche à essayer de retrouver ce qui a déjà été créé et qui est déjà le mieux possible. C'est comme ça que je le vois. Or, ce qui a été créé et qui est le mieux possible, ça a été créé avant la révolution industrielle. Et je n'étale pas plus que ça là-dessus. La révolution industrielle, c'est vouloir reproduire à grande échelle au moindre prix. Donc, on commence à mettre en place le système métrique, qui est pour ainsi dire la première base, où on met tout le monde d'accord, et ça a une implication énorme sur les boulots de l'artisanat. C'est-à-dire qu'en gros, en très gros, ça peut t'expliquer, au lieu de prendre l'objet comme un tout, et de le penser comme un tout, on va commencer à mesurer ces parties et à raisonner comme des parties qui, un jour, vont faire un tout. Et c'est ce que j'appelle l'attitude industrielle. Pour pouvoir faire mon métier, j'ai besoin de me retrouver avec moins de système métrique et plus de rapports de proportion. Voilà. C'est quelque chose qui pourrait être développé. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour des gens qui ne sont pas plongés dans ce métier-là, mais il y a deux univers. L'univers de la construction jusqu'à la révolution industrielle et après. Et c'est complètement différent. Et je vis dans cette différence-là. Petite pause musicale. On avance très vite dans le temps. Béla Bartók, puisque quand on a parlé de la conférence
Pierre m'a dit, mais tu jouerais pas du Bartók? Parce que je lui ai parlé de musique comme Bach. Alors évidemment, la cadence du concerto, Bartók est donc né en Autriche-Hongrie en 1881 et mort à New York, donc ça illustre aussi bien tout ce que tu racontes, à New York en 1945. Et c'est la dernière œuvre qu'il a écrite, puisqu'on a retrouvé le manuscrit qui a été publié après sa mort. Vas-y. Non, tu as 10 minutes même. Juste, et puis il va y avoir peut-être des questions. Juste pour finir avec cette histoire d'écologie. Voilà. J'ai évoqué tout à l'heure la planète en danger, la pollution, l'écologie, le développement durable, toutes ces notions. Nous, on le vit, on va se dire, par un petit bout de la lorgnette. Et comment dire, on aimerait dans nos professions que toute cette ébullition et cette motivation et toute cette énergie qui vise à vouloir structurer notre monde, avoir un monde plus propre, pour simplifier, et plus de discernement. Nous avons une profession qui utilise des matériaux qui prélevés avec force dans la nature pourraient créer beaucoup de dégâts, mais nous, on est des tout petits consommateurs et qu'on se voit interdire ou avoir avec beaucoup de difficultés tout ce dont on a besoin de travailler, de plus rentrer, comme je disais tout à l'heure, parce que d'autres usages intensifs sont faits de ces mêmes matériaux, ou que tout simplement la civilisation urbaine avançant, les territoires sont défrichés et puis les forêts disparaissent et les animaux disparaissent, etc. C'est multifactoriel évidemment. Disons que nous, on souffre beaucoup de cette, ce que j'appelle un petit peu l'écologie politique. Voilà. Cette espèce de détermination de créer des lois et de créer des règlements qui finalement enferment les petits poissons avec les gros. Voilà. Qui s'occupe de la réglementation internationale pour les espèces, comme la faune, comme la flore? C'est un organisme qu'on commence à bien connaître, c'est le CITES. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet organisme. CITES, c'est un organisme international qui réunit tous les pays du monde. Tous les 2 ans, il se réunit dans une ville différente, dans un état différent, et il décide, il y a des dossiers qui sont mis en place sur telle espèce de requin, telle espèce d'abeille, telle espèce de bois. La SNEA décide, c'est pour vous informer simplement de ça. Donc ils peuvent décider, ils ont 3 choix, annexe 1, annexe 2, annexe 3. Annexe 1, les matériaux ou les animaux ou les espèces qui figurent dans l'annexe 1 se voient complètement fermés à toute forme de commerce. Que ce soit en matériaux bruts ou que ce soit en matériaux déjà finis, même les objets finis. L'ivoire s'est trouvé en annexe 1 pendant quelques années.
L'annexe 2, on autorise certaines professions, on autorise certains commerces avec, mais on exige une traçabilité, déclaration des stocks, contrôle des stocks par les douanes. C'est la situation du gouvernement à l'heure actuelle. On peut théoriquement l'acheter, on peut théoriquement le vendre. Il y a d'autres problèmes qui se posent par rapport à ça. On n'a peut-être pas le temps d'en parler. Annexe 3, on considère qu'on surveille, mais on fait rien. Voilà. Le fait de passer en annexe 2 pose déjà beaucoup de problèmes d'approvisionnement. On autorise simplement que tout passe en annexe 1 dans les années qui viennent. Voilà. Et je vais vous dire, après tous les efforts qu'on a fait pour créer cette association qui s'appelle l'IPCI, notre personne, on a été cité par la Commission européenne comme un exemple de profession qui prend en charge la gestion de ses ressources, mais ça ne nous a rien rapporté du tout. On a une sorte disons, on est un petit peu fatigué de ce combat et on s'aperçoit que les choses marchent un petit peu comme un rouleau compresseur et que la puissance il faudrait qu'on ait beaucoup plus de puissance que ça pour régler les choses. Alors, on est un petit peu pessimiste sur l'avenir de notre métier à cause de l'intérieur. Voilà. Alors que le métier par lui-même est en expansion. Voilà. Et bien écoute, si tu veux finir par ton... Je vais terminer par un extrait qui n'a pas été très difficile à choisir puisque je voulais trouver un morceau où on puisse jouer avec le bois de l'archer aussi. Alors pour ça, je ne vais pas jouer sur l'archer de pierre, je vais prendre mon archer. Alors je ne sais pas si ça abîme vraiment d'ailleurs, mais c'est plus psychologique qu'autre chose. C'est un archer qu'il n'a pas encore donné à la personne qui l'a acheté, donc on ne va pas lui donner avec des coups dessus. Voilà, en fait, c'est une pièce, un large extrait de la sonate pour alto sol de Zimmermann, Bernd Alois Zimmermann, un compositeur allemand qui est un des plus étonnants compositeurs du XXe siècle. Il était violoncelliste lui-même, donc on comprend qu'il connaissait très très bien le mécanisme à tous les niveaux, de la main gauche, de la main droite, etc. Et aujourd'hui, il est de bon ton de dénigrer la musique sérielle, puisque on entend partout que plus personne n'écrit, c'était une musique inintéressante, etc. Alors peut-être on y reviendra, parce qu'il y a des pièces de Schoenberg qui sont parmi les plus émouvantes qui existent. Et voilà, j'aimerais terminer avec ça, d'autant qu'il y a un choral avec un texte sur le rapport entre Jésus qui était un être humain, etc. Un très très beau texte en allemand on a le texte sur toutes les notes que Zimmermann a écrites, qui se termine donc avec un choral. C'est la 4e partie de sa sonate pour alto sol.
Est-ce que vous auriez des questions à poser? Oui, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Mais j'aurais souhaité que vous parliez un peu de l'archer lui-même. Et quelle est la différence entre un archer en bois de Pernambouc et un archer en bois de peuplier? Je dis ce bois comme ça, mais est-ce qu'il y a entre les bois des différences et qui seraient à noter? Je vous réponds. Alors déjà, on peut dire que il y a, en gros, on peut séparer les bois en deux sortes. Il y a les bois qui coulent et les bois qui flottent. C'est-à-dire les bois qui ont une densité inférieure à 1 et les bois qui ont une densité supérieure à 1. Pour vous dire, le sapin, il a une densité de 0,3. Le chêne, le plus dur, va avoir une densité de 0,7. Le Pernambouc a une densité de 1,3. Tout comme l'ébène, entre 1,2 et 1,3, ça peut aller jusqu'à 1,4. La mourette dont est fait l'archer là, 1,3. Donc déjà, il y a cette différence-là. Ce sont des bois très très denses. Évidemment, réduits avec une bonne diminution, une bonne géométrie, on va retrouver un morceau de bois léger dans la main de 60 grammes parce qu'il y a tout un art pour équilibrer ces choses-là. Maintenant, entre les bois qui coulent, par exemple entre la mourette et le Pernambouc, on va trouver que le Pernambouc va avoir plus de résonance. On va être capable d'avoir des sons qui lancent des harmoniques, une plus grande quantité d'harmoniques dans l'air. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Madame. Ça peut servir à autre chose? On ne fabrique que des archers avec ce bois-là? Il est spécifique. Avec ce bois-là, oui, pour l'instant, on ne fabrique que des archets. C'est un bois qui a été utilisé pour des tas de choses dans l'histoire. On l'a vu pour la teinture. On aurait pu aller plus loin dans l'histoire de la teinture et de son utilisation en teinture. Sinon, c'est un bois qui sert de bois d'œuvre. Au Brésil, on a trouvé des structures. On l'utilise moins de nos jours, mais il a été utilisé beaucoup tout le long du XXe siècle, notamment pour faire des structures sous-marines, des structures portuaires sous-marines. C'est un bois qui résiste très très bien à toutes sortes de contraintes. Il a servi de traverse de chemin de fer. Maintenant, c'est un bois par ses qualités tinctorielles. Quand moi je travaille, à la fin de la journée, j'ai les mains toutes rouges. C'est un bois qu'on peut pas utiliser dans toutes les circonstances. Je parle pour la fabrication des meubles, par exemple, ce serait pas forcément très indiqué à cause de cette teinture. Encore qu'on pourrait très bien le faire. Il faut voir que ce bois coûte 150 € les 100 grammes. Donc, si. C'est possible? Quel est le micro? Il est là. Attends, je vais vous trouver des photos.
Je voulais savoir où est-ce que vous avez replanté ces arbres. Alors, moi, personnellement, j'ai pas replanté, mais notre association a donné de l'argent, c'est sous forme d'aide financière et de contrôle de réalité, au CEPLAC. Le CEPLAC, c'est l'organisme brésilien fédéral qui s'occupe, c'est un peu l'équivalent du service des eaux et forêts en France. Et donc, c'est eux qui ont organisé la replantation au Brésil, sur les lieux d'origine. Hein. Notre action se situe sur 3 plans. Replantation en milieu naturel, replantation en parc comme bois d'ornement, histoire de renouveler le stock, toujours sur cette forêt, mais dont il reste, une forêt il reste 8% de cette forêt de ce qu'elle était au XVIe siècle. Donc en fait, il y a des villes, il y a des routes, il y a tout ça, alors donc voilà. Et le 3e max, c'est utilisé dans le nord-est, là où il y a ce qu'on appelle les paysans sans terre, qui procèdent par brûlis. Et donc, en fait, ces populations se fixent en cultivant le cacao. Et les cacaotiers ont besoin d'arbres plus larges, bien feuillus, pour faire de l'ombre aux plants de cacao. Et donc, il y a un tas de programmes qui se sont lancés avec ces entrepreneurs individuels, ces petites concessions, cette agriculture familiale, qui plantent des pernamboucs au milieu de leur cacaoyer, en échange de l'exploitation du bois quand on pourrait l'exploiter et qu'il y aurait un partage de richesses là-dessus. C'est une sorte de commerce équitable qui a été mis en place avec ça. Des photos. Oui, tout d'abord, moi j'ai bien apprécié vos digressions qui ouvraient des horizons et des réflexions, même si ça nous frustrait un peu par rapport au Pernambouc, mais vous venez de répondre à plusieurs questions. Moi j'ai une question sur les archers. J'ai découvert récemment qu'apparemment dans la musique baroque, il y avait des archers qui étaient à la fois plus courts, plus légers, et apparemment de forme plus convexe. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez apporter une explication à la fois historique et technique à ces différences d'archers. C'est l'histoire. L'histoire ces bois de fer. Je n'ai pas prononcé le mot, mais les bois qui coulent, on appelle ça génériquement des bois de fer. Il se travaille d'ailleurs avec d'autres outils que les autres, enfin des aciers beaucoup plus. Mais ça continue, hein. Des aciers beaucoup plus durs. Ces bois de fer, ils ne poussent pas en Europe. Donc en fait, on a commencé à les utiliser seulement à partir de ces grandes découvertes qu'on a évoquées aujourd'hui. Mais l'instrument violon était utilisé bien avant, et donc il était utilisé avec des bois indigènes, qu'on dit indigènes, c'est-à-dire il y en avait en if, en peuplier, en toutes sortes de bois qu'on trouve dans nos régions. Et c'était l'époque baroque. Et dans l'époque baroque, effectivement, les archers avaient une forme tout à fait différente. Ça, c'est un pernambouc de taille presque adulte. Les plus gros pernamboucs vont avoir un maximum de 30 cm d'épaisseur maximum de tronc, et ils peuvent aller jusqu'à 25 mètres de haut. Ce sont des arbres très jolis et très équilibrés. On le trouve sur 1000 km du nord au sud, sur des sols extrêmement différents. Et avec des climats différents, parce qu'on va avoir un climat subtropical, un climat équatorial, et l'autre tropique. Et donc on a des climats et des sols différents, et ça nous donne des bois différents, et qui sont toujours du Pernambouc, et qui sont toujours très résonnants, mais qu'on voit, quand on les travaille, on voit que on s'y prend autrement pour chaque espèce. J'ai une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez évoqué une des réponses à la question que je voulais poser, à savoir quels étaient les bois utilisés avant la découverte du Pernambouc. Et puis tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que des Pernambouc avaient été découverts au moment de la Révolution, mais vous n'avez pas dit comment, donc j'aimerais savoir comment. Et pourquoi ce changement, passage de l'IF au Pernambouc. Et puis après, y a-t-il un lien entre le Pernambouc et le quebracho en Argentine? Et le Pernambouc est quoi? Le quebracho, qui est un bois rouge aussi argentin, qui pousse au nord de l'Argentine. Alors je connais pas ce bois-là. Est-ce que c'est un bois de teinture? Oui, oui.
Alors je le connais pas. Il y a des centaines et des centaines d'espèces de bois tropicaux qui font de la teinture, qui ne sont pas du Pernambouc, mais j'en connais très peu. Pardon? Voilà, ou en tout cas qui ne se sont pas trouvés entre des mains d'archetiers pour les tester peut-être. Tant qu'on n'a pas tout testé, on pourrait pas savoir, mais le Pernambouc, je finis juste, souvent, bon, je dis que depuis 220 ans, le Pernambouc, c'est le bois le meilleur pour les archers. Mais en fait, scientifiquement, on pourrait remettre en question cette affirmation. On pourrait dire, oui, mais Pierre, as-tu essayé tous les bois du monde pour pouvoir dire ça? Et en fait, les traditions s'installent souvent sur sur une histoire, et puis qui finalement consacre, dans ce cas-là, un bois plutôt qu'un autre, et il devient très précieux, et il devient la tradition, et on n'utilise plus les autres. Cela dit, on a fait des recherches justement avec toutes ces menaces d'interdiction, et on a essayé un certain nombre d'autres bois qui ont une densité proche, qui ont un habitat proche, et ça n'a pas du tout donné la qualité du Pernambouc. Oui, j'avais une question. Peut-être que vous l'avez déjà dit, j'ai pas bien entendu. Pour quelle raison on peut pas planter cet arbre ailleurs qu'au Brésil? Alors, voilà, on a eu la bonne réponse, c'est parce qu'il pousse pas. On n'a pas d'explication pour ça. Je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est faux. Il y a 2 Pernamboucs en Normandie qui sont plantés. Ils sont tout rachitiques. Ils sont plantés depuis plusieurs centaines d'années. Et ils sont tout rachitiques, et c'est un miracle qu'ils réussissent à vivre, mais ça ne donnera jamais des arbres, utilisables. Deuxièmement, je ne sais pas par quel mécanisme certaines espèces peuvent être, je crois qu'il y a un nom pour ça, qu'elles ne peuvent avoir qu'un seul lieu d'habitat. J'ai eu l'occasion de connaître un forestier gabonais. Et quand on voit l'histoire de la séparation des continents, avant il y avait la Pangée. En réfléchissant à cette question, je me suis dit, tiens, peut-être qu'au Gabon, qui correspond à peu près à l'enclavement de l'emplacement du Brésil sur la Mata Atlantica, sur le continent africain, je me suis dit peut-être que, issu de millions d'années, il y aurait, pour ainsi dire, un terrain aussi favorable. Et avec des échantillons, il a fait des recherches, il a mobilisé pas mal de monde, et on n'a rien trouvé de tel au Gabon. Et pourtant, on est sur une latitude comparable, avec un climat comparable, et voilà. Alors, il existe une variété de Pernambouc, à vrai dire pas du Pernambouc, mais du Caesalpinia equinata, non, du Caesalpinia, mais pas equinata, qui pousse, on en a trouvé au Vietnam, mais c'est une variété qui est en liane. Et donc, ça, c'est pas du tout, c'est la même espèce, mais qui se présente complètement autrement. Et on a trouvé que ça comme, Oui, je voudrais vous demander, qui a découvert que le bois à teinture était du bois à musique? Alors, c'est une bonne question, et j'ai eu un élément de réponse là-dessus. Vous savez, quand on commence à réfléchir là-dessus, on découvre plein de choses, et puis on découvre aussi plein de zones d'ombre, et votre question, elle est intéressante. En Guyane, donc la Guyane, il y a une partie de la Guyane qui touche, il y a des les Pernamboucs vont jusque là. Et j'ai un ami explorateur, j'ai la chance d'avoir un ami explorateur, qui a vécu parmi les tribus guyanaises et même brésiliennes plus bas, et qui a remarqué, quand on s'est rencontrés, j'ai parlé du Pernambouc et il m'a tout de suite parlé de cette histoire, ils ont, pour communiquer entre eux, des espèces de guimbardes. Vous voyez ce que c'est la guimbarde? En fait, voilà, ils ont cet instrument-là qui est entièrement fait en Pernambouc. Et ils ont choisi cet instrument ce bois parmi tous les autres pour ses qualités de résonance, en fait. S'il a été utilisé pour les archers, et puis il y avait une question de monsieur tout à l'heure, comment ça se fait qu'il était utilisé pour les archers? Je pense que monsieur Tourte, notre Stradivarius de l'archet, en 1790, a juste essayé des bois pratiquement
au nez, et il est tombé sur le Pernambouc. Le Pernambouc était présent, il l'a essayé, parce qu'il était en quête d'un bois particulier que les autres bois de fer, enfin des qualités que les autres bois de fer n'avaient pas, et qu'il a trouvé dans le Pernambouc. Je pense que comme beaucoup d'inventions, c'est beaucoup de hasard. Monsieur. Alors, moi je vends mes archers 4500 €. Je mets, pour la fabrication proprement dite de l'archet, je mets à peu près une semaine. Et ensuite vient, c'est un petit peu comme le vin, j'ai un autre ami qui fait du vin, et on aime bien parler tous les deux parce que ça ressemble un peu. Et après, il faut, pour ainsi dire, le faire vivre. Donc c'est toute des jours et parfois des semaines de réglage pour le faire arriver là où je veux. Voilà. Encore une question là. Qu'utilisent les Chinois pour la fabrication de leurs archets? Qu'est-ce que la morette? Y a-t-il eu des recherches pour des matériaux de synthèse? Alors, 3 questions. Que font les Chinois pour le Pernambouc, pour la fabrication de leurs archets? Les archers consomment... Les Chinois, devenus les plus gros producteurs d'archers d'études du monde, je disais que je suivais bien l'histoire de la Chine depuis longtemps parce que j'ai bien vu comment tous les archers, le monde de l'archet était français et allemand avant tout, et que maintenant il est chinois. Les Chinois, ont acquis une habileté extraordinaire et ils font des archers d'études d'extrêmement bonne qualité. Extrêmement bonne qualité, c'est pas le mot parce qu'ils sont faits un peu vite, mais en tout cas ils sont très bien pensés. Eh bien, le Brésil refuse de nous vendre, nous en tant qu'archetiers européens du Pernambouc. Par contre, il part en Chine par bateau entier. Alors, vous comprenez peut-être un peu mon amertume quand je suis confronté depuis 17 ans avec toutes ces questions-là, parce que on dirait qu'il y a des forces qui nous échappent là-dedans. Voilà. Bois de synthèse, il y avait une question entre les deux. Alors la mourette ou snakewood, c'est un bois qui pousse aussi au Brésil, mais qu'on va trouver plus dans la forêt amazonienne, qui est un bois, un très très beau bois. De toute façon, les bois exotiques sont souvent magnifiques. Qu'on appelle bois de serpent. En anglais, on comprend mieux parce que quand on le voit, il a des sortes de petits ronds, lumineux presque, qui évoquent, je ne sais pas quelle est la variété de serpent qui a un corps assez luisant, puis avec comme des yeux, peut-être un cobra ou je sais pas, si quelqu'un connaît les serpents. Et enfin, en tout cas, quand on le voit, on se dit, oh, un serpent. Du praticien par rapport entre l'utilisation de l'amourette et du Pernambouc. C'est pas simplement pour la conférence que j'ai souhaité jouer de l'archet en bois d'amourette, puisque certains m'ont entendu jouer de la viole d'amour, et la viole d'amour est peut-être quelque part plus proche de résonance baroque, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans la corde comme on rentre quand j'ai joué le Bartók, par exemple, on pourrait pas jouer sur une viole d'amour comme ça. Et quand on utilise un bois de Pernambouc, un archet moderne sur une viole d'amour, ça étouffe les résonances. Et donc, avec ce bois d'amourette, ça permet aux résonances qui sont plus fragiles, en fait, de sortir. Donc là, ça pourrait être une autre conférence, mais c'est bien normal qu'il y ait eu un moment une évolution du bois qui a été demandé, puisqu'il y a eu une évolution de l'instrument aussi, tel qu'il a été conçu. On a demandé qu'il remplisse des grandes salles, etc. Et tout à l'heure, j'ai fait l'expérience de jouer avec bois d'amourette, mais c'était une musique baroque, donc on s'en rend pas trop compte. Mais si je jouais une sonate de Brahms avec un archet en bois d'amourette, je crois que je serais très mal à l'aise. Voilà. Donc après, c'est un autre débat, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, matériaux de synthèse. Tout à l'heure, je parlais de l'industrialisation, du rapport entre artisanat et industrialisation. On a vu il y a quelques années des scientifiques et des ingénieurs se pencher, autant pour la fabrication des instruments que des archets, sur la solution fibre de carbone. Solution fibre de carbone, un archet en fibre de carbone, maintenant ça existe.
On a vu ces ingénieurs fréquenter nos ateliers, demander des tas de... On a passé beaucoup de temps avec eux pour qu'ils puissent mathématiquement modéliser un archet pour pouvoir dessiner le moule et pour pouvoir les mouler. On est arrivé à des résultats qui sont pas mauvais. On a des archets qui fonctionnent bien. Ils ont bien capté une partie des fonctionnements. Mais voilà, c'est tout. Ça reste des archets très ordinaires. Et ils n'ont pas du tout la carrière que... Je vais peut-être intervenir parce que comme Pierre fabrique des archets qu'il vend, etc., je voudrais pas que ça soit interprété que la fibre de carbone, forcément, c'est moins bien parce qu'il est archetier. Moi, je n'ai jamais acheté de fibre de carbone, j'en ai essayé beaucoup. Les élèves demandent d'en acheter, certains les achètent parce que ça coûte moins cher. Moi, je trouve ça personnellement mort. Disons, quand j'ai une fibre de carbone dans la main, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune vie et que c'est impossible de faire un concert avec ça. Alors, il y a Walter qui est violoncelliste qui va peut-être me contredire, je veux bien. Je dirais absolument, je dirais même plus, c'est de la vérité. Il y a un confrère de Pierre... très connu en France, qui s'est mis à la fabrication d'archets en carbone. Et il a fait une fortune avec ça, mais il faut dire, si on compare ces archets en Pernambouc et ces archets en carbone, ça n'a rien à voir. Ils fonctionnent très bien, comme Pierre a dit, ils fonctionnent, mais ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de profondeur, ça ne résonne pas, vraiment. Une dernière question avant le mot de clôture et l'apéritif. C'était à Pierre-André Xuereb que je voulais poser la question et pas au conférencier. Est-ce que dans les mains, les yeux fermés, on sait qu'on a un archet en Pernambouc? C'est plutôt à l'oreille et dans les sensations. Dans la main, quand on touche, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grande différence, à part que le bois est quand même plus... Moi, je trouve le bois Pernambouc plus dense que celui de la Mourette, personnellement, même si tu as dit que c'était à peu près la même densité. La Mourette est un petit peu plus dense. Mais je crois que le monsieur parlait de la différence avec le carbone. Avec le carbone, là, c'est sûr, oui. Là, dans la main, on sent quelque chose de, comment dire, de plat, quoi, qui n'a aucune profondeur, aucune, voilà. On peut pas, c'est un matériau qui n'est pas malléable. On a besoin, un peu comme il disait qu'il travaille son archet, nous aussi, on le travaille au quotidien, essayant de sentir voilà, notre corps réagit d'une certaine manière. Chaque jour, on a l'impression qu'on a un son différent, etc. Voilà. Et ça, avec fibre de carbone, je pense que c'est beaucoup plus robotisé, personnellement. Encore une observation que j'ai faite avec la comparaison de Pernambouc et Amourette. Je trouve les archers en Amourette, un bon archer peut avoir des très jolis harmoniques dans sa sonorité. Par contre, il n'est pas, pour moi, à mon avis, il n'est pas assez. Il manque la nervosité et l'attaque vraiment qu'un Pernambouc a de nature. Bien, merci beaucoup à tous les intervenants. Ils étaient 3.